Donc, rebonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation de ce webinaire sur le bâtiment connecté et le BIM, cas d'usage en Seine-et-Marne. Donc, pour information, ce webinaire est filmé et vous aurez aussi les présentations, on vous les enverra par email. Donc, le chat, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Elles seront adressées justement à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, j'invite tout d'abord Madame Sylvie Launa, directrice générale de Seine-et-Marne Attractivité pour l'ouverture, puis Karine Jacques, déléguée générale de Systématique. Merci à tous. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Nous avons signé avec Systématique une convention il y a déjà maintenant 2 ans. Donc, c'est la deuxième année cette année de convention et on est ravis qu'elle ait pu vivre malgré les événements de la crise sanitaire qui sont arrivés. Puisque le sujet du bâtiment connecté est un sujet particulièrement important et que la construction aujourd'hui fait face à des bouleversements technologiques et des préoccupations environnementales. On espère que ce webinaire va nous apporter des réponses aux questions que l'on se pose et aux défis qui nous arrivent, en montrant la diversité des solutions qui vont être proposées et au développement du BIM. Donc, la réflexion du jour va porter sur le bâtiment intelligent, connecté et durable. Et nous avions déjà engagé une réflexion sur le sujet dans le cadre de notre marque de territoire Seine-et-Marne Vivre en Grand, puisque nous avions valorisé certaines pépites du territoire sur le sujet, qui sont Wind My Roof et Urban Canopy. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous des entreprises qui vont donc parler du sujet, essayer de répondre aux défis, qui sont LCMI, Oxand et Vesta Construction. Donc, je voulais remercier Systématique de nous avoir intégrés dans ce projet. Je voulais aussi remercier les entreprises qui interviennent aujourd'hui et puis des cartes développement pour nous avoir assuré la mise en relation. Voilà, bon travail à tous et essayons de remporter ces défis avec des solutions innovantes, bien sûr. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Karine Jacques. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, merci de votre présence à ce webinaire jusqu'au bout, chaque jour, il se passe quelque chose chez Systématique et on est ravis, on tient le rythme, on a encore des événements demain, après-demain, donc n'hésitez pas à rester connectés à nos annonces. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, on est ravis d'organiser cette session avec Seine-et-Marne Attractivité, un partenaire, effectivement, avec qui on a beaucoup de projets en commun à venir, enfin réalisés et à venir. Donc aujourd'hui, je voulais juste dire quelques mots de Systématique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on est un pôle de compétitivité, on est né en 2005 et on est positionné comme le pôle européen des deep tech avec un ancrage fort évidemment en Île-de-France. On a un siège social qui se trouve sur le plateau de Saclay et on anime un écosystème de 900 membres adhérents, dont à peu près 600 startups, TPE, PME, ETI, extrêmement innovantes, 150 grands groupes, ça fait un peu la spécificité de notre écosystème. Tous ces grands groupes qui sont très intéressés évidemment par les solutions technologiques que peuvent porter donc ces startups, ces PME. On a la chance aussi d'avoir beaucoup d'académiques via les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les universités, les écoles. Une vingtaine d'investisseurs accompagnent le pôle et surtout ses membres sur l'ensemble de leur parcours de développement et notamment lorsqu'il s'agit de lever des fonds. Alors ça va du business angel jusqu'à Enternext qui assure l'entrée en bourse de certaines de nos entreprises et puis une vingtaine de collectivités, des partenaires, donc notamment la Seine-et-Marne avec Seine-et-Marne Attractivité, mais on travaille avec quasiment toutes les collectivités d'Île-de-France. On couvre en tout cas tout le territoire francilien.
Systématique est avant tout un pôle de compétitivité, donc on est historiquement, le cœur de métier historique du pôle, c'est l'accompagnement au montage de projets d'innovation. Donc on a, depuis la création du pôle, accompagné 625 projets qui représentent un coût de R&D d'un peu plus de 3 milliards. Ces projets ayant donné lieu à évidemment un nombre considérable d'innovations en termes de produits ou de services. Et ces projets ont été accompagnés par le pôle jusqu'à leur financement, donc soit par la région, soit par des collectivités locales d'ailleurs, soit par l'État ou l'Europe. Voilà, au niveau de notre écosystème, on est organisé, nos 900 membres se répartissent en fait dans cette organisation autour de 6 hubs très technologiques que sont les data science, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, je rajoute toujours la défense, puisque Systématique travaille étroitement avec l'Agence Innovation Défense sous tutelle du ministère des Armées. On a évidemment un hub Digital Infrastructure IoT qui va traiter de tout ce qui va être ce qu'on appelait avant les télécoms, donc le cloud, l'embedded, mais aussi des sujets plus d'actualité comme la 5G par exemple. Digital Engineering rassemble une communauté intéressée par tout ce qui va être simulation, modélisation, le calcul haute performance. Donc c'est des sujets qui rejoignent notamment le focus du jour, notamment avec le jumeau numérique, le BIM. Et on a aussi, alors je le précise, sur Digital Engineering, on a un groupe de travail constitué autour du quantum computing, qui est un sujet qui monte en puissance au sein de notre écosystème. On a un hub Optics Photonics qui rassemble tous les acteurs innovants autour de cette technologie, autour du photon, qui adresse aussi bien des marchés comme la santé avec les lasers médicaux que l'automobile, les LiFi, les lidars, etc. Donc, voire même l'agriculture et autres domaines d'application de la photonique. Et enfin, le hub open source, qui est à la fois une technologie et aussi un marché, qui est une communauté très forte, puisque la moitié des acteurs de l'open source sont en Île-de-France et sont fédérés au sein de notre hub open source. En transverse, on va avoir 3 groupes en jeu qu'on a constitués où on va plutôt retrouver les grands donneurs d'ordre et les grands donneurs d'ordre privés ou publics d'ailleurs, puisque notamment dans le premier groupe qui est la transformation numérique des territoires, on va retrouver le collège des collectivités que j'ai évoqué précédemment. Ce groupe en jeu va essentiellement travailler sur des sujets comme la mobilité, la smart city, les smart grids aussi, tout ce qui est gestion intelligente de l'énergie, et donc des sujets comme aujourd'hui, comme le bâtiment connecté, qui évidemment toutes ces technologies du numérique qui impactent évidemment nos collectivités, nos territoires. On a ensuite un enjeu qui porte sur la transformation numérique de l'industrie des services. On va retrouver tout ce qui va être usine du futur, industrie 4.0, la robotique, la cobotique, etc. Et enfin, un enjeu de transformation numérique de la société avec 2 volets, un volet santé numérique et un volet agro numérique, puisque toutes nos technologies qu'on trouve dans les hubs, on va évidemment les mettre en application pour apporter des solutions au niveau de la santé, de l'agri, de l'agro. Voilà au niveau de la présentation du pôle. Je pense que c'était la dernière slide. Alexandre, tu me confirmes ? J'ai pas d'autres slides sur ma présentation. Effectivement, donc je vais vous souhaiter évidemment une bonne session, un bon webinaire. J'en profite pour saluer le représentant d'Oxand. Oxand, pour information, est un de nos champions cette année, un champion du pôle systématique. Chaque année, dans l'écosystème, on fait émerger quelques champions. Il se trouve qu'il y a Walix aussi, je crois, qui intervient, qui est un champion antérieur, mais qui a été champion aussi, un champion un jour, champion toujours, c'est comme les Miss France. Et en tout cas, on est ravis de voir que ces entreprises se développent très très bien avec des marchés extrêmement importants et en croissance. Et en tout cas, on souhaite, en tout cas au niveau de systématique, pouvoir vous accompagner sur la durée. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à reprendre ensuite attache avec Bastien Villebrun qui est connecté, qui est le coordinateur du groupe Transformation numérique des territoires, ou Alexandre Herbin aussi, et pour assurer la mise en relation et puis apprendre à vous connaître. Voilà. Je vous souhaite une très bonne session et je passe la parole du coup à Oxand. Merci.
Bonjour à tous, merci beaucoup Karine pour cette introduction. On est ravis d'avoir été conviés à cet échange. Effectivement, nous sommes une société qui avons notamment des choses à partager avec vous ici sur le sujet du bâtiment, de la donnée et donc notamment de ce que nous on appelle la smart data, donc la donnée intelligente. Et en fait, à partir de l'actif que vous allez construire au niveau du BIM, vous avez un capital très important. Alors, pour présenter Oxand rapidement, en quelques mots, donc, nous, on est spécialisé sur la gestion prédictive du patrimoine. L'idée, c'est effectivement d'utiliser des modèles qui vont permettre de projeter le patrimoine dans le temps pour étudier le comportement. À l'origine, on a été donc créé sur le site de recherche développement de EDF sur les renardières. Et donc, à l'origine, c'était d'extraire les modèles de vieillissement d'EDF pour commencer à bien comprendre comment se comportent les actifs et à anticiper les défaillances. L'idée également, à travers ça, c'est dans l'anticipation d'avoir le plus de disponibilité des actifs pour la production d'énergie. Assez rapidement, on a créé en fait une deuxième base de connaissances, en plus de ces bases sur le vieillissement, sont les bases d'opérations de maintenance. L'idée, c'était effectivement de pouvoir mesurer l'effort financier pour maintenir en condition opérationnelle ces actifs. Voilà, donc ça, c'était à l'origine. On a produit de nombreux projets, plutôt en ingénierie et donc en conseil et en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de grands maîtres d'ouvrage. On a déployé, bien sûr, ce processus des infrastructures vers aujourd'hui les actifs immobiliers, le bâti, de toutes sortes, aussi bien tertiaire, logement, logistique, transport et commercial. Donc aujourd'hui, on traite quasiment tout type d'actifs immobiliers. Ce qu'on a créé également dans notre processus, et donc cette méthodologie qui est vraiment la signature d'Oxand, c'est la notion d'enjeu d'exploitation. C'est-à-dire qu'on estime que dans les trajectoires d'investissement, les maîtres d'ouvrage doivent prendre en compte la notion d'enjeu d'exploitation. Et donc pour ça, on a introduit la notion de risque dans le processus de qualification des données. Ce qui va permettre justement, à partir des modèles de vieillissement, de regarder comment on planifie nos actions sur les actifs les plus critiques. On va pouvoir dérouler après, effectivement, le processus. Et à force d'avoir produit un certain nombre de projets, en fait, on a construit aussi un retour d'expérience très, très important qui est disponible dans notre solution logicielle qui s'appelle Oxand Simeo. Et aujourd'hui, on a pris aussi le pari d'être un éditeur de nos solutions logicielles à part entière. Et donc, on commercialise maintenant depuis 5 ans la solution de manière autonome. Et en fait, nos clients prennent la main sur la solution, intègrent leurs données. On transfère, nous, on a développé une expertise sur le transfert de compétences auprès des équipes. Et puis après, les maîtres d'ouvrage deviennent autonomes sur la solution pour pouvoir justement définir ces trajectoires. Alors, regardons un peu le type de maître d'ouvrage que Oxand a outillé et accompagne aujourd'hui. Donc, dans les acteurs, vous retrouvez ici des acteurs qui traitent effectivement des actifs énergétiques, mais beaucoup d'actifs immobiliers. Le premier utilisateur de la solution, c'est le ministère des Armées, qui a déployé cette méthodologie et la solution logicielle sur les 35 millions de mètres carrés du ministère. Et aujourd'hui, la prise de décision, elle repose notamment sur l'approche par les risques que propose Oxand. On a également développé tout un écosystème de partenaires qui se sont outillés de la solution, qui sont des acteurs qui travaillent sur la connaissance du bâtiment, sur la capitalisation des données et également sur le BIM. Alors, en slide suivante, on va pouvoir comprendre aussi quels sont les points les plus importants dans la qualification. C'est le sujet de la capitalisation, la centralisation et l'uniformat des données. Donc, ce qui est important, c'est que dans la maquette BIM est construite autour d'un standard qui s'appelle le standard IFC. Ce standard permet en fait de découper et d'identifier tous les composants et les actifs d'un bâtiment. L'objectif ici, de structurer de manière digitalisée la connaissance du patrimoine. Cet actif, il a une très très grande valeur pour le maître d'ouvrage, c'est très important. Le BIM
apporte un regard innovant sur le bâtiment, mais également sur nos capacités à prendre des décisions par rapport à l'existant. Donc, nous, ce référentiel unique qui émane de la maquette numérique, on l'utilise grâce à un standard qui s'appelle le standard Uniforma 2. Donc, c'est un standard international qui permet également de découper les actifs et qui est compatible avec le standard IFC. Donc, aujourd'hui, la maquette numérique, la solution logicielle peut lire les données natives qui sortent de la maquette BIM. C'est très important de rentrer dans un processus de connaissance du patrimoine digitalisé parce que cet actif, il a vraiment une très, très grande valeur. Le deuxième point dans le processus et dans les enjeux, c'est la cartographie du patrimoine. Donc là, on a bien sûr historiquement une connaissance du patrimoine qui consiste à évaluer techniquement les composants et les actifs d'un bâtiment. Et nous, Auxandre, on apporte de l'innovation dans cette évaluation, c'est en introduisant la notion d'enjeu d'exploitation. L'idée, effectivement, de cartographier sur un axe la vétusté et sur un autre axe la notion de gravité, c'est-à-dire lorsque mes composants sont défaillants, quel est l'impact sur mes enjeux d'exploitation? Les enjeux d'exploitation, bien sûr, ça peut être la sécurité, la disponibilité, les conditions de travail de mes équipes, la performance énergétique. Dans l'immobilier commercial, on peut également retrouver la performance commerciale. Et donc, l'idée, à travers l'introduction des enjeux d'exploitation, c'est de définir une trajectoire qui permette de s'aligner avec l'exploitation du bâtiment. Et ça repose bien sûr sur le capital BIM qui est produit au départ. Ensuite, on va effectivement utiliser le métier historique d'Auxandre qu'on a maintenant à disposition dans la solution, c'est-à-dire appliquer des lois de vieillissement sur la maquette BIM et de regarder aussi comment la maquette BIM va se comporter sur les 10, 20, 40 premières années de sa vie. Et c'est très important cette notion parce qu'elle a apporté aujourd'hui au BIM Manager la possibilité de produire pour les maîtres d'ouvrage différentes maquettes avec l'impact que le choix des matériaux en conception-réalisation peut avoir en termes d'exploitation-maintenance. Parce que le béton ne vieillit pas de la même façon, le bois ne vieillit pas de la même façon, mais ne se maintient pas non plus de la même façon. Et donc, grâce en fait à la possibilité de dupliquer des scénarios de maquette BIM, vous avez la possibilité à travers la solution logicielle Auxandre Simeo de regarder ce que ça va vous apporter en termes de coûts et de maintenabilité dans le temps. Ce qui vous permet également de présenter aussi aux maîtres d'ouvrage une vision coût global du BIM. Voilà, parce que souvent on a tendance à construire une maquette, elle va jusqu'à aider la conception et la réalisation, et une fois que l'actif est livré, il y a une plus faible capitalisation sur la partie exploitation-maintenance. Là, l'idée, c'est que la maquette va continuer à vivre, notamment parce que les modèles de vieillissement permettent de la maintenir à jour également. Le quatrième enjeu, c'est effectivement de mesurer l'effort financier pour maintenir. Et donc, pour ça, on va mobiliser une base de connaissances qui sont les actions et les coûts de maintenance, qui se programment tout au long du cycle de vie et qui sont directement associés aux caractéristiques techniques que vous avez définies dans la maquette BIM. Donc, effectivement, le béton a ses programmes d'intervention, correctifs, préventifs, le bois également. Et puis, en fonction des équipements que vous aurez choisis, vous avez des typologies de scénarios que vous pouvez mettre en œuvre pour effectivement mesurer l'effort d'investissement pour le faire. Et enfin, la solution, vous jouez avec des données qui sont digitalisées, donc il y a aussi une possibilité de scénarisation qui sont très très importantes. Et pour ça, vous avez après la possibilité de générer des scénarios en fonction de stratégies d'investissement. Donc, est-ce que je fais que du correctif, parce que j'ai peut-être un bâti qui a un certain âge? Est-ce que justement, lorsque je mets en œuvre des bâtiments neufs, je ne mets pas plutôt en place du préventif correctif pour allonger la durée de vie de mon bâti et puis diminuer la récurrence de mes investissements? Voilà. Et puis, vous avez la possibilité aussi de simuler à partir de la contrainte budgétaire, c'est-à-dire sous contrainte budgétaire, quel est le meilleur scénario pour maintenir mon patrimoine ou mon actif. Donc, si on regarde la slide suivante, le processus méthodologique pour mettre en œuvre, donc la capitalisation des données, c'est donc l'inventaire du patrimoine qui est réalisé à l'intérieur de la maquette numérique.
Donc là, on va avoir tout un inventaire qui se découpe selon structure, clos couvert, des différents domaines en fait. Et puis, vous avez donc cette compatibilité entre la maquette numérique qui travaille sur un standard IFC et puis la solution Oxfam Simeo qui travaille sur le standard Uniformat. La deuxième partie, c'est l'évaluation de l'état du patrimoine. Donc là, on va évaluer sous 4 niveaux l'état du patrimoine. Et puis l'étape numéro 3, c'est la notion d'enjeu d'exploitation, c'est-à-dire la notion de risque. Comment je peux mesurer l'impact en termes de gravité de la défaillance de mes composants sur mes enjeux. Je rappelle les enjeux: sécurité, disponibilité, performance énergétique, conditions de travail, image de marque et performance commerciale. Le processus ensuite, c'est d'appliquer donc les modèles de vieillissement. Vous l'avez compris, Oxfam bénéficie d'un retour d'expérience depuis maintenant quasiment 20 ans sur les simulations en termes de vieillissement. Ce retour d'expérience, il est mis à disposition de la maquette BIM pour l'aider à la projeter dans le temps à toutes les étapes, aussi bien au stade de la conception, donc pour avoir différents scénarios et évaluer en coût global, qu'au moment où la maquette passe en exploitation maintenance, et de regarder effectivement plutôt à court terme ou à moyen terme quelles sont les gammes d'intervention et quelle est la stratégie de maintenance que je mets en œuvre sur le plan opérationnel. Et enfin, le dernier point, c'est la mobilisation des bibliothèques d'action qui permettent, eux, de mesurer l'effort financier pour maintenir. Donc, le cas d'usage qu'on peut retrouver sur la slide suivante, vous l'avez compris, on va collecter les données qui viennent directement du BIM. On peut également faire de l'analyse de documents. Donc, vous avez souvent en amont des données qui sont dans des bases Excel ou qui viennent de GMAO, qui sont sur des rapports d'audit qui ont déjà été réalisés. Modulo qui soient consistants en termes de données, ils peuvent être exploités aussi dans la solution. Et enfin, il y a à côté de la maquette la possibilité aussi de faire des audits terrain qui permettent de récolter les informations qui aident à la simulation. Voilà. Ensuite, on va effectivement intégrer ces données de diagnostic dans la solution et l'idée après de vous permettre de disposer de tableaux de bord qui ont une capitalisation directe sur la maquette. Donc cette maquette aujourd'hui, ça a une grande valeur, mais il faut aussi qu'elle soit accessible à nos décideurs. Et donc nos décideurs sont rarement ceux qui ont accès à la maquette et souvent les données issues de la maquette peuvent être tellement exhaustives qu'elles sont difficiles à appréhender pour les décideurs. Alors on les restitue dans des tableaux de bord qu'on appelle data visualisation, qui sont en fait des informations synthétiques et visuelles qui permettent à nos décideurs d'avoir une vision rapide des endroits où c'est critique, des endroits où il faut focaliser son attention et surtout d'avoir aussi les grands ordres de grandeur pour la gestion prédictive du patrimoine. Voilà, donc là, il va y avoir après le sujet des arbitrages budgétaires. Et enfin, l'idée, c'est d'arrêter une trajectoire d'investissement qui va permettre de, effectivement, continuer à votre bâtiment de produire sa performance pour son exploitation. Et donc, voilà, cette trajectoire, c'est vraiment le sujet que Oxfam souhaite apporter aujourd'hui. C'était, vous constituez un actif qui a une grande valeur à travers la construction d'une maquette BIM. Vous pouvez également capitaliser sur cette connaissance pour vous amener l'aide à la décision sur la bonne trajectoire d'investissement pour maintenir le patrimoine. Ce sujet, on l'a également décliné sur un sujet très d'actualité qui va concerner également tous les maîtres d'ouvrage. Et la maquette BIM est un actif important aussi pour traiter ce sujet qu'on a en slide suivante. C'est le sujet du décret tertiaire et de la performance énergétique. Donc aujourd'hui, c'est un point qui est devenu un point réglementaire. Quand on possède des actifs tertiaires notamment, on a une obligation de réduire nos consommations énergétiques aux horizons 2030, 2040, 2050. Comment, à partir de votre capital, donc de votre maquette BIM de départ, comment définir la bonne trajectoire d'investissement pour atteindre ces gains? Eh bien, aujourd'hui, on a justement, dans la proposition de valeur d'Oxfam, créé une façon d'appréhender ces sujets de manière moderne, c'est-à-dire, on va arrêter d'analyser comme le faisait avant
la gestion de patrimoine, analyser ces 3 dernières années pour essayer de comprendre comment se comporte le patrimoine et puis définir pour les 3 prochaines années une tendance, eh bien en fait, grâce maintenant à la gestion prédictive portée par Roxane Siméo, vous avez une visibilité sur comment va se comporter dans les années à venir votre patrimoine et puis prendre les bonnes décisions pour savoir est-ce que j'investis à tel ou tel endroit et à tel et tel moment. Voilà. C'est vraiment la notion de pouvoir reprendre la main sur l'aide à la décision. Et ça, vous pouvez également donc mesurer aussi, à travers une trajectoire d'investissement, quels sont les bénéfices en termes de performance énergétique, mais également en termes de financement, parce que quand on fait des travaux d'amélioration énergétique, ils sont également éligibles à des financements à travers plusieurs dispositifs comme les certificats d'économie d'énergie. Voilà. Donc, je voulais rappeler aujourd'hui, en synthèse, le BIM est un actif extrêmement important pour le maître d'ouvrage. C'est un actif qui a une très, très grande valeur et ce qu'il faut aussi, c'est lui donner une vraie capitalisation et notamment la définition d'une trajectoire est un axe sur lequel il faut se lancer pour pouvoir enfin avoir de la visibilité sur cette photo que vous avez constituée à travers la maquette numérique. Bien, merci beaucoup Mehdi, justement sur cette définition d'une trajectoire d'investissement grâce à la gestion prédictive et au smart data. Nous allons maintenant donner la parole à Christophe Chauvet de LCMI. Il est associé directeur du développement RIX, qui va nous parler justement de l'usine du futur 4.0 et la vision d'LCMI mise en application. Merci pour votre attention et Christophe, je te laisse la main. LCMI, c'est une ETI de Seine-et-Marne, le siège est à Melun. C'est une société qui a débuté avec 3 personnes, dont son dirigeant actuel Pascal Denier. Et aujourd'hui, nous sommes 400 ingénieurs et avec un chiffre d'affaires d'une centaine de millions d'euros. Et nous sommes avec 2 pôles de fonctionnement, un pôle numérique et le pôle qui nous intéresse ici, qui est un pôle immobilier qui est dédié à un immobilier pour l'industrie et pour la logistique. Dans le cadre de l'intervention actuelle, nous avons lancé, en fait, il y a maintenant 3-4 ans, un certain nombre de travaux au travers d'un groupe pour réfléchir sur l'adaptation de l'immeuble à l'usine du futur. Et ce groupe a abouti à un projet qu'on appelle l'enveloppe industrielle durable. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est de monter un jumeau numérique autour, bien sûr, des outils BIM, puisque nous utilisons ces technologies, pour permettre de définir un standard de construction industrielle, quelle que soit d'ailleurs l'activité industrielle qui sera dédiée à l'intérieur de ce site. Et ce jumeau numérique, il a pour vocation de pouvoir apporter des moyens de choix immobiliers, d'une solution classique, qui sont celles que l'on met actuellement en place, vers des solutions bas carbone et décarbonées, qui sont les attentes aujourd'hui du monde industriel. Donc l'idée de cette usine du futur, aujourd'hui, c'est quelque chose qui était assez vide il y a quelques années, mais aujourd'hui qui devient quelque chose de tout à fait concret et de tout à fait réalisable, puisqu'on va travailler effectivement d'une part sur un système d'usine digital. Aujourd'hui, on va avoir effectivement un certain nombre d'équipements totalement connectés. On a également la volonté d'engager aujourd'hui des sites éco-responsables. On a compris avec la pandémie, qui est aujourd'hui analysée comme un accélérateur en fait des transformations de nos sociétés et des industries, qu'on va évoluer très rapidement. On parle de l'hydrogène, on parle des avions à hydrogène, on parle effectivement de changements pour les véhicules électriques et dans bien d'autres domaines. Donc aujourd'hui, ces process industriels vont s'accélérer en transformation et répondre à des besoins différents. Et puis, bien sûr, c'est un besoin d'évolutivité. On va avoir en fait, par rapport à ces transformations plus rapides, de ces process, besoin d'avoir un immobilier que j'appellerais mobilier, c'est-à-dire qu'il soit beaucoup plus flexible et indépendant des process. Donc là, dans notre thème aujourd'hui de la partie usine connectée ou bâtiment connecté et BIM, c'est effectivement le support du jumeau numérique qui aura pour vocation, donc c'est un outil qui est en développement aujourd'hui, qui sera achevé sur mars 2021,
C'est un outil qui va permettre de choisir différents types de parois, différents types de toitures, différents types de solutions d'énergie. Et sur chacun de ces modèles qui seront un peu aujourd'hui mis en œuvre, on pourra valider à la fois les caractéristiques thermiques du site industriel, mais également le niveau de décarbonation. Et bien entendu, tout ceci étant connecté à des notions financières, puisque nous savons aujourd'hui que les entreprises sont attentives à ce qu'ils appellent le retour sur investissement, et c'est donc un des éléments fondamentaux auxquels il faut répondre. L'idée dans ces bâtiments industriels, on a trois composantes. On a une composante essentielle qui est le process, dont on a compris l'évolution et l'avancée technologique. On a ce qu'on appelle, aujourd'hui on appelle ça le solide, donc la partie bâtiment, c'est donc cette notion d'enveloppe industrielle dont on voit ici une représentation sur un projet qui a été mis en œuvre sur le site de l'EPA Sénart près de Cesson. Et puis on a effectivement les utilités qui sont les énergies utiles à la fois pour le bâtiment et pour les process. Tout ceci devant, en fait, le process et les utilités devant être des éléments extrêmement adaptables et flexibles, le bâtiment étant lui conçu pour recevoir ces équipements de façon diverse comme nous l'avons exposé. Voilà, donc on retrouve un peu le principe ici au travers de ce plan, puisque ce jumeau numérique, nous avons voulu le rendre concret au travers de cette première opération pilote qui permet de développer un programme de 20 000 à 40 000 mètres carrés de sites industriels. On a effectivement cette unité de production qui est suivant une trame déterminée, composée de différentes briques, et les parois et les enveloppes sont-elles par nature modulables. Et on peut effectivement faire des choix par rapport aux attentes des industriels. Autour de ça se développent effectivement des satellites qui sont des équipements de tertiaire, qui sont des équipements de recherche et de programmation, et puis tous les éléments liés à la production et aux énergies. Donc là, effectivement, on décrit un petit peu cette notion d'enveloppe industrielle durable. Donc c'est une notion constituée de briques paramétrables portées dans ce jumeau numérique et sur lequel on pourra faire des choix de parois. On peut imaginer même des solutions assez novatrices. Aujourd'hui, on construit des bâtiments avec de la paille, on construit des bâtiments avec de la terre, de l'argile. Ces solutions n'ont pas du tout écarté la possibilité d'employer et on œuvre aussi vers des solutions biosourcées. Il y aura également, bien sûr, l'adaptation à l'usage, puisque si le bâtiment, une fois construit, soit quand même un élément figé, sa conception a été mise en œuvre par rapport à l'ensemble des usines que nous avons construites pour s'adapter à des process, comme je le disais, de nature différente, et pour autant rester lui-même un élément, une donnée, un variant, mais adapté et pérenne. Nous travaillons aussi, là vous voyez bien entendu, sur tout ce qui est les connexions à l'intérieur de l'usine. Donc vous avez le Li-Fi, le LoRa, le Wi-Fi, etc., la 5G bien entendu. Et donc on œuvre aussi pour mettre en œuvre cette partie solide, qu'elle soit préconçue pour adapter ces différents moyens de communication, puisqu'une usine ou un bâtiment intelligent ou connecté, c'est déjà aussi un déploiement numérique prévu et anticipé. Nous travaillons dans la solution dite 4.0, donc 100% digital, avec la société Schneider Electric, parce que c'est un groupe français aujourd'hui qui dispose de nombreuses installations industrielles sur notre territoire. Et Schneider Electric est aujourd'hui un des leaders dans le monde sur la maintenance prédictive des bâtiments. Donc l'idée étant de développer, de mettre en œuvre un outil qui existe, qui s'appelle EcoStructure, et qui a pour objectif d'assurer cette maintenance qui est d'ores et déjà déployée sur la partie bâtiment. L'idée c'est qu'elle sera étendue au process, de pouvoir assurer également une maintenance à distance du site, notamment au travers du cloud qui permettra également de connecter des données, de connecter les sites entre eux, parce que là on parle de sites spécifiques, mais effectivement maintenant on est plus dans des échelles de sites, de macro-sites, et puis également d'apporter 14% de gain d'énergie sur un bâtiment actuel, puisque l'objectif est d'optimiser les coûts et donc les consommations, bien sûr, notamment d'énergie.
Donc, dans le cadre de l'EPA Sénart, qui est un projet concret, qui est un sujet qui a été soutenu par la région Île-de-France, la BPI, qui a été retenu par l'État dans le cadre du PAC Rebond comme projet pilote, en fait, on a déposé en blanc, puisque nous avions ce jumeau numérique avec une solution immobilière, nous avons déposé en blanc des autorisations de construire, qui sont doubles. D'une fois, un permis de construire, d'autre part, des autorisations environnementales. Et nous avons, pour ces deux ensembles, deux éléments, obtenu les accords des services concernés pour aujourd'hui déployer et intégrer un industriel dans un site qui aura donc des autorisations obtenues en blanc. C'est une solution qui n'existe pas actuellement en France et qui a fait l'objet de travaux assez importants avec les services, bien sûr, instructeurs, à la fois préfectoraux, mais aussi territoriaux. Donc nous sommes aujourd'hui en capacité sur cette opération, dont le modèle numérique est aujourd'hui déterminé, capable d'engager sous un délai très court, 3 mois, ce programme. Là, vous avez l'équipe qui a travaillé sur le dossier, qui pilote ce sujet. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on a besoin de pas mal d'acteurs et d'actions pluridisciplinaires, et que ce qui change dans nos métiers de l'immobilier, c'est la part du numérique. D'ailleurs, le numérique pilote beaucoup de choses, voire même peut-être tout. Et on voit que maintenant, dans nos équipes, s'intègrent des gens qui viennent de notre pôle informatique pour apporter des compétences dans ces domaines. Voilà un petit peu pour cette présentation qui, je crois, a respecté le temps qui m'avait été imparti. Oui, parfait. Merci beaucoup, Christophe, pour cette prise de parole sur l'usine du futur 4.0 et puis la vision d'Elsimaï et surtout la mise en application. Je vais laisser la parole à Sylvain Boja, qui est le cofondateur de Vesta Construction Technologies, sur comment réconcilier compétitivité et exemplarité environnementale dans le domaine de la construction. Merci Sylvain. Bonjour, merci beaucoup. Alors, l'histoire dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celle de Vesta Construction Technologies, qui est une jeune entreprise innovante qui est partie initialement de l'incubateur Descartes. Donc, on est en lien avec le pôle Descartes Ville Durable, et puis on implante une nouvelle ligne de production en Seine-et-Marne au premier trimestre 2021. Donc, on est très lié avec la Seine-et-Marne. On est parti d'un constat qui était double. Premièrement, le fait que le secteur du bâtiment polluait beaucoup trop à l'échelle de l'ensemble de son cycle de vie, que ce soit en amont par l'utilisation massive de béton et du coup de ciment, pendant son cycle de vie lié aux déperditions d'énergie, et puis en fin de vie, avec une très faible circularité et modularité des bâtiments. En parallèle de ça, on voit que le secteur de la construction est un des secteurs qui a connu le moins de gains de productivité ces dernières décennies. J'en ai fait personnellement l'expérience, étant promoteur à l'origine, et malgré le déploiement d'outils innovants, de technologies numériques, on a un problème lié à l'éclatement entre une multitude d'acteurs, des projets immobiliers et des projets de construction. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas absorber les surcoûts liés à l'utilisation de matériaux plus respectueux de l'environnement, à des techniques de construction plus respectueuses également des riverains, dans une industrie qui n'a pas dégagé des gains de productivité, des marges de manœuvre supplémentaires. C'est pour ça que, de notre point de vue, il est indispensable de changer la manière dont on construit pour pouvoir construire de manière plus respectueuse de l'environnement. Et cela, ça s'articule autour de la notion de BIM qui nous réunit aujourd'hui, qui est le levier qui nous permet d'agir sur deux jambes. Premièrement, pour transformer la construction en phase amont et concevoir les bâtiments à l'aide d'un outil digital, et d'autre part en phase aval, en travaillant sur l'industrialisation du processus de construction. On a créé Vesta
autour de cette notion d'intégration verticale, et Vesta conçoit et construit des bâtiments en matériaux biosourcés qui sont préassemblés hors site dans un de nos sites de production sous forme de modules, et je reviendrai dessus, de modules en 3D, qui sont ensuite transportés par la route vers le site de construction où ils sont assemblés entre eux pour réaliser des immeubles qui peuvent être des lotissements, des immeubles résidentiels collectifs, des petits immeubles tertiaires en bordure d'entrepôts ou autres, des crèches, des lycées, et qui donnent à nos clients, maîtres d'ouvrage, donc promoteurs privés, maîtres d'ouvrage publics, un bénéfice triple. Premièrement, ils construisent avec une empreinte carbone 3 fois meilleure que de la construction traditionnelle. Deuxièmement, ils construisent 2 fois plus vite. Et le tout sans aucun surcoût par rapport à des techniques de construction habituelles. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on le fait, comme je vous l'ai dit, en se concentrant autour du BIM sur une technologie de conception digitale et un système constructif industrialisé. La technologie de conception digitale qui est au cœur de notre process repose sur un plugin que nous avons développé et qui fonctionne sous Revit. Revit, c'est le logiciel de conception assisté par ordinateur, assez souvent utilisé par les architectes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sous Revit, et dans la manière dont est utilisé le BIM, on a un architecte qui, dans le meilleur des cas, va faire une maquette sous Revit, dans le pire des cas, va faire un magnifique croquis à la mine à plomb. D'autre part, un bureau d'études structure qui repassera pour faire une analyse structurelle du bâtiment, et puis en phase aval, une consultation des entreprises qui seront appelées à proposer des offres en termes de choix de système constructif, de choix financiers, de choix de délai, sur une maquette à laquelle ils n'auront pas été associés. Chacun de ces acteurs va en quelque sorte recommencer ou adapter sa maquette, ce qui fait qu'on termine avec soit de la production sur mesure, en fonction du coût de chaque projet, pris de manière unitaire, repris comme s'il était le prototype ou la première série, la première tête d'une série, soit, si l'on veut utiliser des processus et des procédés constructifs qui soient rentabilisés dans le temps, on se retrouve à faire de la reconception. Et dans ce cas-là, cela entraîne des permis de construire modificatifs, etc. C'est pour ça qu'il est nécessaire, à nos yeux, de réunifier ces différentes étapes qui sont autour d'un même projet, et de les réunifier autour d'un jumeau numérique du bâtiment, d'une maquette BIM unique. Notre ambition, elle se matérialise à travers un procédé interne. Nous avons des architectes partenaires. Nous pouvons aussi mettre à disposition notre plugin Revit pour des architectes qui travaillent habituellement avec les maîtres d'ouvrage qui sont nos clients. Nous leur fournissons cette solution de conception qui est une solution de conception Design for Manufacturing. Cela leur permet de dessiner en utilisant des éléments d'une bibliothèque virtuelle, Vesta, qui vont être les bons éléments de mur, les bons éléments de plancher, et qui vont leur permettre de dessiner avec le bon gabarit, d'une part, les bonnes propriétés thermiques, d'autre part, et finalement des extractions prédéterminées en termes de calcul de coûts, d'analyse des matériaux qui nous seront nécessaires, d'extraction pour des permis de construire, etc. À partir de cette maquette réalisée en collaboration avec nos architectes, nous sommes en mesure de la réutiliser pour faire une analyse structurelle grâce à notre bureau d'études interne sur la même maquette. Et finalement, une fois que les allers-retours ont permis de cristalliser un immeuble qui soit validé d'un point de vue architectural et structurel, nous pouvons passer en phase de production et décomposer immédiatement cette maquette numérique en une somme d'éléments, premièrement, et deuxièmement, en instructions de fabrication. Et ces instructions de fabrication, elles sont de 2 ordres. Il y a des instructions à destination de machines à commande numérique. Donc nous pouvons sortir, de manière très pragmatique,
l'ensemble des montants qui font partie des murs de nos modules et les exploiter dans le cadre d'une station de découpe numérique de différents éléments. Il y a également des instructions à destination des opérateurs de la ligne, et là c'est de manière très simple, sur la table de cadrage, pouvoir expliquer à l'opérateur, comme pour un Lego, de quelle manière il va assembler les éléments de mur, les éléments de plancher qui constituent les modules au cœur de nos bâtiments. Ces modules, nous avons la capacité de les exploiter en BIM parce que nous avons standardisé le processus de conception. Il a été designé pour être le point d'équilibre parfait entre la flexibilité architecturale, la prise en compte environnementale et la capacité à être reproduit de manière industrielle. Nos modules, qui sont des parallélépipèdes d'une 50aine de mètres carrés de surface au sol, sont réalisés en ossature bois, ce qui permet d'une part de capter du carbone en amont, d'autre part d'avoir une performance environnementale très élevée grâce à l'insertion d'éléments d'isolation entre les ossatures, ce qui permet de ne pas perdre de place en termes de surface habitable, tout en maximisant les performances thermiques de nos bâtiments. Ces modules, comme je le disais, sont également des modules qui sont un bon point d'équilibre architectural, car ils ont la capacité à avoir des angles biseautés, des façades déportées, et également des modules ouverts sur tout un pan pour réaliser des très grandes pièces de plus de 100 mètres carrés, ce qui en soi arrive rarement de nos jours, hélas, d'avoir un salon de plus de 100 mètres carrés, mais ce qui permet de penser la modularité des espaces et de pouvoir les reconfigurer et transformer au cours du cycle de vie du bâtiment, une salle de classe en petits bureaux, des bureaux en logement, etc. L'illustration de cette flexibilité de notre système constructif, vous la voyez en face de vous à travers ce projet qui est un projet que nous portons en Île-de-France pour un promoteur privé, qui est un projet dans lequel nous avons dû mettre en place des angles de façade biseautés pour pouvoir se conformer à des règles de prospect et avoir le recul suffisant par rapport à la parcelle voisine. Ce système constructif, il a été reconnu à plusieurs titres, par GreenTech Innovation d'une part, mais également à travers des analyses que nous avons faites qui démontrent un taux de circularité de l'ordre de 71% grâce à l'utilisation massive de matériaux qui sont des matériaux nobles, mais des matériaux biosourcés. Cela nous permet d'avoir un impact vertueux sur l'ensemble de nos différentes étapes dans la production. Nous choisissons ces matériaux qui, en plus d'être biosourcés, sont des matériaux géosourcés. Nous avons, grâce à la maquette BIM, une estimation très précise des quantités dont nous avons besoin, que ce soit en termes de résistance structurelle, mais également en termes de dimension des pièces pour éviter les chutes. Et nous avons, grâce à la préfabrication hors site, une massification des flux, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des petites camionnettes qui vont et viennent sur les chantiers, des camions toupies qui font le pied de grue en face de votre chantier de construction, nous avons ces flux qui sont en camion plein dans un site en grande périphérie de Seine-et-Marne, ce qui nous permet de diviser par 5, grosso modo, les flux de camions. Ça nous permet également d'aller beaucoup plus vite, et quand on parle environnement, on parle aussi qualité de vie, et d'avoir un minimum de nuisances pour les riverains. Et c'est ce qui nous permet de proposer une performance ou une compétitivité hors pair aux promoteurs avec lesquels nous interagissons, parce qu'aujourd'hui, il est indispensable d'avoir une plus-value environnementale lorsqu'on veut porter, mener à bien, sécuriser un projet. Et nous donnons à nos partenaires la capacité à être parmi les mieux disants en matière environnementale dans les différents projets qui peuvent se monter sur les territoires dans lesquels ils ont pris pied. En plus de cela, nous leur proposons une prestation clé en main. On unifie le secteur de processus de construction, comme vous l'avez compris. On intervient en tant qu'entreprise générale ou contractant général, ce qui permet d'une part de tirer le meilleur parti des outils digitaux qui, sans cela, sont
éclaté parfois entre une multitude d'acteurs qui n'ont pas les mêmes standards, qui ne se parlent pas ou qui ne veulent pas mettre en place des maquettes partagées. Et d'autre part, nous garantissons le fait que ce qui a été conçu en amont a été conçu en prenant en compte les contraintes de fabrication en aval. C'est ce que je qualifiais de design for manufacturing, ce qui permet également de garantir des délais, des prix et également des performances en matière environnementale. Ça n'empêche que nos projets peuvent avoir différentes tailles. Nous travaillons avec des opérateurs qui parfois ont des petits projets unitaires. Ici, je prends l'exemple d'une micro-crèche qui va être répliquée à différents endroits du territoire. Et c'est un point à avoir en tête, c'est-à-dire le jumeau numérique nous permet, encore une fois, de capitaliser sur un travail qui a été fait en amont pour pouvoir être décliné ensuite sur plusieurs projets. Et c'est là-dessus qu'il y a une grande utilité à faire ce travail de manière intégrée. Voilà, pour résumer, notre croyance fondamentale, c'est que pour arriver à opérer la transition environnementale dans le secteur de la construction, il est indispensable de dégager des marges de manœuvre en termes de coûts. Et pour cela, il faut s'appuyer sur le BIM, l'intégrer verticalement pour pouvoir agir en simplifiant la phase de conception, réunir en une maquette ce qui a été fait par 3 acteurs différents, 3 maquettes différentes, et également travailler en aval sur la phase de fabrication grâce au design for manufacturing et à une industrie plus proche de l'industrie de procédés. Et je suis bien entendu à votre disposition si vous voulez échanger par la suite. Si vous avez des questions, m'écrivez sylvainboja@vestaconstructiontech.com. Vous me retrouverez sur LinkedIn. Merci.